T'as pas tourné dans Doomsday? Non. Tu vas être dans les prochains? Faut qu'il m'appelle. Et je remettrai mes antennes et je retournerai au boulot. Il n'y avait pas de scénario pour Avengers. C'était genre... Ah non, c'était trop secret. Ah. Donc ils nous avaient donné un scénario qu'on lisait sur un iPad, mais je crois que c'était pas vraiment le vrai truc. Alors moi, l'une de mes inspirations, c'était Mr. Burns des Simpsons. Tu sais, quand il dit « excellent » comme ça. Mon rêve, c'est d'avoir un ranch un moment avec des chevaux. Si je pouvais me lever le matin à respirer, tu vois, dans la crinière d'un cheval, bah, je serais heureuse. Et passer à la réalisation, ça t'intéresse? Pas pour l'instant. Et est-ce que t'écris un peu? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Voilà. Pomme Clémentieff, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est mon roman, c'est mon autobiographie Bah, qui on s'appelle adore. Pas pour l'instant. Oui, j'adorerais retourner en France, faire d'autres films en France, ce serait top. C'est Pomme Clémentieff, regardez Click et abonnez-vous. Bienvenue dans Click. Pomme, je suis Merci. extrêmement content de te recevoir. Pourquoi est-ce que je voulais que Pomme Clémentieff soit dans Click? Parce que tu es l'actrice française qui a conquis Hollywood, qui tourne le plus à Hollywood, qu'on voit le plus, qui a un parcours exceptionnel. Et je voulais te faire honneur et te rendre hommage tout simplement, et qu'on ait ta masterclass en réalité, qu'on voit les rôles iconiques que tu as portés, des films qui ont été vus par des centaines de millions de personnes. Je pense que si on cumule les entrées de tes films, ça atteint le milliard assez facilement. T'es la seule Française de l'histoire qui a fait ça. Et ça se salue et ça se félicite. J'espère que tu en as conscience. Tu as un parcours exceptionnel. Tu viens de très très loin. Et il faut raconter ton histoire. C'est très important. Mais avant ça, il faut expliquer que tu es à l'affiche d'un film français. Tu es revenu chez nous, sur notre beau pays, tourné avec Guillaume Néclou, qui est un de mes réalisateurs préférés. Je suis un Néclouiste convaincu. Ça s'appelle Mi à mort, avec Benoît Magimel. C'est en salle. On regarde la bande-annonce. Oli, c'était super. Tu veux boire un verre? J'aimerais bien, mais je cherche ma copine. Bon, alors t'es où? Rappelle-moi, je m'inquiète. It's not like her at all to disappear without saying anything. Is your friend religious? What? We have a lot of cults in the archipelago. Cults? Et le mec qui parlait avec Chloé sur la piste, c'est lui, j'en suis sûre. Je les ai suivis. T'inquiète pas, on va retrouver ta copine. Je vais t'emmener quelque part. On dit que c'est un lieu magique. Somebody tried to get into my room last night. Ça s'appelle Mi à mort de Guillaume Néclou avec Pomme Clémentieff qui est avec nous. C'est quoi le pitch du film, Pomme? Ouh, elle envoie la musique, hein. Ouais. Oh. Le pitch du film. Oh, je suis très nulle en pitch de film. Alors, je joue une DJ qui s'appelle Romy. Et je vais aux îles Canaries pour faire un DJ set. Et ma meilleure amie vient avec moi. Et elle disparaît. Et voilà, et c'est un thriller. Et Benoît Magimel joue un patron de boîte de nuit qui va m'aider. Et voilà, et ça part en sucette. Ça te fait du bien d'être revenu tourner en France? Ah bah ouais, je mourais d'envie de retourner en France. Ça faisait 13 ans que j'avais pas tourné ici. Donc voilà, j'étais fan du travail de Guillaume Néclou. Et donc voilà, c'était génial. J'ai reçu le scénario. Je me souviens, j'étais dans la caravane, tu sais, dans le trailer de Mission Impossible. J'étais en train de tourner et j'étais en pause et j'ai lu le scénario d'une traite et j'ai adoré. Et voilà. Comment ça se fait que en 13 ans, t'as tout Hollywood qui t'appelle et qu'en France, les gens, ça veut dire quoi? Qu'ils osent pas t'appeler? Qu'ils pensent que t'auras jamais de temps pour eux? Je sais pas. J'espère que ce film-là va justement ouvrir des portes voilà, sur d'autres projets en France. Mais oui, j'ai été prise avec d'autres projets aux États-Unis, c'est sûr, mais j'adorerais retourner en France. Plus. J'en dis juste quelques-uns comme ça. Il y a Old Boy de Spike Lee, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers, Les Missions Impossibles. Enfin, la filmographie, elle est quand même assez zinzin. Quand tu regardes ça, qu'est-ce que ça te fait? Ah, c'est dingue. Bah, je sais pas, j'y pense pas, moi. Bah, oui. Non, mais j'ai eu l'honneur de travailler avec des acteurs incroyables et des réalisateurs incroyables aussi. Donc, j'ai formé plein de liens d'amitié avec tous ces gens-là. Donc, c'est ça
C'est ça qui est génial dans le monde du cinéma, quoi. Parce que c'est quand même des films qui créent des imaginaires. C'est-à-dire que je pense que les fans de Marvel, quand ils te croisent, ils doivent être complètement dingues. Comme pour les fans de Mission Impossible, c'est des films qui marquent la pop culture. Oui, non, c'est vrai. Non, mais moi, ce que je trouve trop mignon, c'est quand je vois les petites filles qui s'habillent en mantis. Et c'est hyper dur de faire les antennes aussi en vrai. Donc, ça, c'est mignon. Quand tu reçois un script comme Avengers, Il n'y avait pas de scénario pour Avengers. C'était Comment genre... bah non, c'était trop secret. ah, Donc, ils nous avaient donné un scénario qu'on lisait sur un iPad, mais je crois que c'était pas vraiment le vrai truc. non, mais raconte-moi comment c'est. De quoi? Avengers, par exemple. Avengers Le Infinity War, ce qu'est... Non, mais c'était génial. Je me souviens, le premier jour de tournage de Avengers Infinity War, j'étais sur le set avec Robert Downey Jr., avec Chris Hemsworth, Chris Pratt, avec qui j'avais tourné déjà, Tom Holland et tout ça. Donc c'était vraiment... Et je me souviens, le premier truc que j'ai dit à Robert Downey Jr., je lui ai parlé de Tropic Thunder, parce que c'est l'un de mes films préférés. Mais c'est son rôle le Je lui plus dis, mais incroyable. attends, mais c'est génial, t'es Je suis génial dans le obligé de te film check. et tout ça. Je suis obligé de te Tu check. vas me checker. C'est son rôle le plus incroyable. C'est son rôle le plus incroyable. Mais tu sais que j'ai dit à Tom aussi, Tom Cruise, que j'adore ce film-là, et je lui dis, mais c'est génial quand tu fais la danse et tout ça. Et il me refait la danse, il m'a refait la danse et tout ça. Et à chaque Mais fois, non. quand je lui demande, il refait la danse, il est génial. J'adore. Tom, coucou. Est-ce que sur le set des Avengers, comme tu avais fait avant les Gardiens de la Galaxie, il y a des équipes? Est-ce que les gardiens traînent ensemble, par exemple? Les gardiens, bah oui, quand même, oui. Ouais. Enfin, on fait... Après, ça dépend, parce que les gens ont des vies différentes, les gens ont des enfants parfois, donc ils ont des rythmes de vie un peu différents, tu vois. Mais j'étais très proche de Karen Gillan. Tu vas être dans les prochains Dans les prochains quoi? Avengers? Bah, je sais On n'a pas le droit d'en parler. Faut qu'il m'appelle. Et je remettrai mes antennes et je retournerai au boulot. Donc la ligne n'est pas coupée. Non. Non, je suis prête, moi. D'accord. T'as pas tourné dans Doomsday? Non. Après, ils peuvent toujours m'appeler. Oh, on doit faire des reshoots et tout ça. Mais là, non, pour l'instant, non. D'accord. Donc on en parle pour celui d'après. Bah, je sais pas. Tu sais, moi, c'est... ils m'appellent, quoi, tu vois, et Ouais. j'arrive. À la base, ça devait être 2 films. Maintenant, c'est peut-être 3 films, donc tout est possible. Ouais, tout est possible. Et c'est pareil, sur le tournage, le scénario change tout le temps ou pas? Ça dépend de quel film. Pour James Gunn, il est très organisé et il sait exactement ce qu'il veut shooter. Moi, quand j'avais été castée dans le film, il m'avait dit tout de suite, tu es la sœur de Star-Lord et tout ça, ne le dis à personne. Du coup, j'étais là, oulala, c'est un gros secret quand même. Je l'ai dit à personne. Et il savait l'évolution des personnages au fur et à mesure des films. Il savait que ce serait une trilogie et il voulait faire le Christmas Special, le Holiday Special aussi, pour faire un film un peu buddy comedy avec Dave Bautista et tout ça. Donc voilà. Mais par contre, sur les films Avengers, il y avait des changements parfois, ouais. Et je me pose aussi une question quand on intègre le MCU, donc c'est le Marvel Cinematic Universe. Quand on doit préparer son personnage, est-ce qu'on le prépare en fonction de l'univers cinématique ou est-ce qu'on va lire les bandes dessinées? J'ai commencé à lire les bandes dessinées et j'étais complètement perdue parce que le personnage était très différent. Et puis il y avait aussi des les gens qui dessinaient, qui construisaient le personnage dans les comic books. Il y avait aussi des ambiances différentes du personnage. Et du coup, j'ai demandé à James Gunn et il m'a dit non, c'est vraiment une interprétation différente. Donc je lui ai fait confiance à lui. On a créé le personnage ensemble et tout ça, avec bien sûr quelques similarités avec le personnage des comic books, mais quand même quelque chose de très différent. Et je pense qu'il était au final plus intéressant parce que c'est un personnage aussi avec de la comédie et quelque chose d'étrange et un peu insecte et qui, je trouve, n'avait pas vraiment été vu avant. Et aussi une autre définition de la féminité. Oui, complètement, ouais. Comment tu l'as appréhendé? Comment tu as préparé ce rôle physiquement? Comment Ah oui. Alors moi, l'une de mes inspirations, c'était Mr. Burns des Simpsons. Tu sais, quand il dit « excellent » comme ça. Et du coup, j'avais mes mains comme ça et je m'imaginais que j'étais un peu une mouche. Tu sais, genre les mouches, elles font ça. Et du coup, je sais pas si tu vois, après, c'est un détail dans les Gardiens de la Galaxie 2. À un moment, je suis stressée et du coup, je fais un peu comme ça, avec les mains un peu comme une mouche. Après, moi, c'est mon propre délire. Après, je sais pas si les gens voient ça non plus. Hein. Au moins, tu nous l'as expliqué. Bah voilà. Est-ce qu'on peut cliquer sur ce rôle, que tu nous décrives une scène? On va cliquer comme ça sur plein de tes scènes cultes. D'accord, ok.
What are those? If I touch someone, I can feel their feelings. You read minds? No, telepaths know thoughts. Empaths feel feelings. Emotions. May I? Oh, all right. You feel love. Yeah, I guess, I feel a general unselfish love for just about everybody. No. Romantic, sexual love. No, I don't. For her. No, that is not... Okay. That's... She just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little You bit. must be so embarrassed. Do me. I have never felt such So unbelievably uncool. Ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que, en fait, on est très ému au début, et tout de suite, ça tourne vers la comédie. Mais cette émotion, elle n'est pas feinte. Quand tu dois la jouer, qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai parlé comme Mantis, je fais oh. Non, mais ce que je trouve génial, c'est James Gunn, c'est son talent de lier, de tisser entre l'émotion et la comédie et voilà, et ça me rappelle tous les souvenirs de tournage aussi. On devait faire toute la scène où tu dois faire la scène toute la journée, plein de fois. Donc rire toute la journée, c'est très dur aussi. Et ça te casse la voix et tout ça, mais j'ai adoré bosser avec eux. Et non, il faut juste que tu restes vrai avec le personnage, avec ce qui se passe à ce moment-là. Et je pense que c'est le début voilà, c'est le commencement d'une amitié entre Mantis et Drax aussi, où voilà, ils ont un côté un peu très cash, quoi, presque un petit peu autiste, et qui est charmant aussi. Est-ce que l'empathie, c'est une qualité nécessaire pour être comédienne? Oui, je pense, oui. Ah oui, bien sûr, pour accéder aux émotions et pour sentir voilà, ce qui se passe entre deux personnes et pour accéder à tout ça, quoi. J'aimerais qu'on clique sur une autre scène d'Avengers. Is he under? Don't let up. Be quick. He is very strong. Parker, help! Get over here. She can't hold it much longer. Let's go. We gotta open his fingers and get it off. I thought you'd be hard to catch. For the record, this is my plan. Not so strong now, huh? Where's Gamora? My Gamora. Oh, bullshit. Where is she? He is in anguish. Good. He mourns. What does this monster have to mourn? Gamora. C'est une scène hyper importante parce que, en fait, pour moi, Thanos, c'est peut-être l'un des plus grands méchants du cinéma. C'est la réussite de ce film-là. Et c'est le moment où tu as donné de l'empathie à celui qu'on décrivait comme le mal absolu. Oui. Oui, c'est vrai, bah oui, parce qu'elle le touche et elle ressent tout ce qu'il a vécu dans sa vie et tous ses traumas et voilà pourquoi il est aussi méchant. C'est pas parce que... Je n'ai jamais allé voir un psy. Toi, t'es allé voir un psy? Oui, je l'ai fait, oui. J'ai fait plein de trucs différents pour... ouais. On va raconter ton histoire parce qu'elle est assez singulière et ça rend encore plus admirable ton parcours. Il est d'une résilience que j'ai rarement vue chez quelqu'un. Déjà, on va commencer par ton nom, Pomme. Oui. En coréen, ça signifie printemps, c'est ça? Alors, ma mère m'a appelée Pomme parce qu'elle a dit que Pomme, ça veut dire printemps en coréen, et Bom, ça veut dire tigre. Et je suis née au printemps, et mon signe chinois, c'est le tigre. Et aussi en français, c'est comme Pomme, du coup, c'est mignon. T'es née au Comme le Québec? fruit. Oui, je suis née au Québec parce que mon père était diplomate. Donc, je suis née là-bas, j'ai vécu 1 an là-bas, mais j'ai jamais réussi à avoir le passeport. Mère d'origine coréenne,
père d'origine franco-russe. Oui. Tu as eu un frère. Oui. Ton père était diplomate, donc à la base, comme tu me l'as dit, et vous avez déménagé ensuite au Japon, puis en donc, Côte d'Ivoire. Ouais, un an en Corée. Oui, oui, c'est ça. Ouais, bah, t'as raison. Écoute, je te coupe, en fait, t'as raison. Bah, et après, vous êtes arrivé en France. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton premier souvenir de la France, si t'en as? Ouh là là. Premier souvenir de la France. Non, je me souviens que je parlais japonais, en fait, quand j'étais petite. J'ai tout oublié, parce que j'ai vécu 2 ans là-bas. Et je me souviens que on jouait avec ma cousine et en fait, je trouvais plus mes mots. Et j'avais un peu peur de parler français. Mais après, j'ai vite retrouvé, tu vois. C'est quoi mes premiers... Oh là là, non, mais c'est des souvenirs assez tristes, c'est des souvenirs de mort et tout ça, donc... Donc tu perds ton papa très tôt? Ouais, Quand 5 t'as ans. 5 ans. Tu perds ton papa d'un cancer, c'est ça? Mhm. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Parce que ta maman ne peut plus s'occuper de toi, parce qu'elle est diagnostiquée schizophrène. Voilà. Comment ça se passe pour un enfant quand il voit ça? Bah, c'est dur, mais je pense que Oui, je me souviens du moment où on m'a annoncé que mon père était mort quand j'étais petite. C'était dans une cuisine et oui, c'est très dur de comprendre ce qui se passe à cet âge-là. Et puis voilà, et après il y a plein de nuits voilà, où tu pleures avant de dormir et tout ça, quoi. C'est des trucs qui restent avec toi. À vie? Bah ouais. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut jamais guérir ou c'est des choses que tu arrives quand même à soigner ou à... Bah, c'est des trucs qui remontent, quoi. Ça remonte pas mal en ce moment, là, quand je suis là en ce moment. Il y a plein de trucs qui remontent. En France? Ouais, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts à des moments particuliers, au moment de l'année, avant mon anniversaire et tout ça. Donc ça fait remonter tout. Enfin, ça fait partie de la vie en même temps. Et comment on se sent en tant que petite fille quand on est arraché à sa mère? Alors que, est-ce qu'on se culpabilise? Parce que souvent, les enfants culpabilisent quand il se passe des choses comme ça. Bah, c'était compliqué, mais elle était malade, donc elle pouvait pas s'occuper de nous. Donc j'ai été élevée par ma tante et mon oncle, de mon côté famille française, la sœur de mon père, et ils se sont très bien occupés de moi. J'habitais à la campagne avec des chiens et des chats, et voilà, un joli jardin, et voilà, c'était des très bons parents, quoi. Vous étiez dans les Yvelines. Voilà, c'est ça. Comment ça se passe de grandir là-bas après tous ces événements en accéléré, c'est-à-dire les déménagements, la séparation des parents? Bah, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, j'ai été aimée, j'ai été vraiment accompagnée, et j'ai vraiment une jolie vie de famille avec eux. Et ils étaient plus vieux, ils avaient l'âge de grands-parents un peu. Et t'étais quel type de petite fille à l'école? J'étais bonne à l'école. Ouais. Quand j'étais petite. Et j'avais des bonnes relations avec les profs de français. Après, t'as fait du droit. Oh là là, ouais, non, mais ça compte pas, ça. T'as fait du droit mytho. Je me suis inscrite en droit parce qu'il paraît que ça mène à tout. Voilà. Et puis, en fait, c'était vraiment pas mon truc. Et là, tu te dis, voilà, je vais faire ça pour rassurer mon oncle et ma tante. Non, parce que mon oncle était mort déjà, à ce D'accord. moment-là. Oui, il est mort le jour de mes 18 ans, donc ça, c'était dur aussi. Waouh. Ouais. Ouais, donc en fait, les anniversaires deviennent une date très compliquée. Ah oui, là, je suis super stress, là, en vrai. En fait, c'est paradoxal de fêter sa naissance et un deuil en même temps. Oui, bah oui, c'est ça, oui. J'espère que ça va se calmer au fur et à mesure, mais ouais. Ce que j'essaie de comprendre dans ta construction, c'est d'encaisser le nombre d'événements dramatiques et d'être à la fois quelqu'un d'aussi combative, en fait. De voir, moi, de l'extérieur, ce que je vois, c'est que tu travailles énormément. Tu passes ton temps à même défier la mort. C'est-à-dire que tu fais du saut en parachute, tu fais des sports extrêmes. Et à côté de ça, tu portes en toi d'un côté des pulsions de vie incroyables et des deuils. Oui, oui, oui. Je pense que c'est quelque chose qu'on développe aussi, je sais pas, de voir la mort d'une façon différente aussi. Et je pense que c'est peut-être pas si... c'est peut-être pas si mal que ça, après, quand on meurt, de toute façon. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens proches que j'ai aimés le plus, qui sont morts. Donc c'est vrai que si je mourais, peut-être que je les rejoindrais aussi d'une façon ou d'une autre. Mais en même temps,
quand je prends des risques en faisant toutes les choses que je fais, saut en parachute et tout ça, il y a énormément d'entraînement derrière. Et je ne fais pas les choses juste pour prendre des risques. Donc, j'étudie vraiment et j'apprends petit à petit et je prends des risques, mais en même temps, je suis studieuse et sérieuse aussi, quoi. Je pense que pour moi aussi, il y a pas mal de choses tristes qui se sont passées assez vite au début de ma vie ou quand j'étais jeune. Et alors que normalement, pour les gens, c'est étendu au fur et à mesure d'une vie. Donc voilà, c'est peut-être ça la différence aussi. Donc tu as grandi très vite d'un coup. Bah ouais, je pense que t'as pas vraiment le choix. Mais oui, et puis en même temps, parfois, je trouve que je suis une gamine aussi. Il y a plein de choses que j'évite et que voilà, j'ai envie de m'amuser, de vivre et de prendre des risques et voilà. Mais c'est souvent les gens les plus traumatisés qui restent enfants le plus longtemps. Bah c'est possible aussi. Et bon, il y a pas mal d'acteurs qui choisissent ce métier-là aussi parce que c'est une façon de rester un enfant. C'est quoi ton truc à toi pour rester enfant? Pour rester enfant? Ouais. Oh là là, j'y pense pas, moi, je le fais, c'est tout. C'est quoi le dernier truc d'enfant que t'as fait? Je sais pas. C'est quoi, toi, le dernier truc d'enfant que t'as fait? Là, en ce moment. Je kiffe. La vie, elle change quand t'arrives au cours Florent. Comment ça se passe, en fait? À quel moment t'as le déclic de se dire, tiens, et si j'allais faire un tour pour tester ce truc-là? Le cours Florent? Ouais, ou juste le métier. Le théâtre Comment aussi. t'as eu le déclic? Non, mais c'est aussi mon oncle qui était mort le jour de mon anniversaire, donc quand j'avais 18 ans. Donc je pense que ça aussi, je me suis dit, tout le monde peut disparaître à n'importe quel moment. Et il faut que je fasse les choses que j'ai vraiment envie de faire, sans m'arrêter et sans douter et prendre des risques. Donc je pense que ça aussi, ça a déclenché quelque chose. Et aussi vu que j'avais perdu mon père quand j'étais petite. Et puis du coup, je me suis inscrite au cours Florent et j'ai adoré ça. Je me souviens, le premier personnage que j'ai joué, c'était un personnage de crabe. C'était une espèce d'impro complètement débile comme ça. Comment tu faisais le crabe? Bah avec comme ça, Ok. avec les pinces. Et c'était complètement débile, mais je me suis sentie complètement libre aussi. Et puis après, j'ai remporté le concours de la classe libre et j'ai étudié plus sérieusement et tout ça. Et non, mais c'était génial. J'adorais être sur scène et être dans une boîte noire comme ça et tout était possible. Et tu vois, tu crées, et tu t'amuses et t'es libre. Et c'est vrai que je suis d'une nature assez timide au départ. Et c'est quelque chose que j'ai vaincu un peu. Et ça remonte parfois. La timidité? Bah ouais. Je connais pas un grand acteur qui ne soit pas timide. C'est quand même un trait commun, non? Oui, non, mais c'est bizarre de choisir ce métier-là parce qu'on a envie de montrer et puis en même temps, on a envie de se cacher et on se cache derrière un personnage et puis en même temps, il y a toute cette machine de promotion et tout ça qui est un exercice complètement différent aussi. Et au cours Florent, tu fais la connaissance de Pierre Ninet? Oui, il était la sélection après moi. Mais toujours très talentueux dès le début, on savait que... Tu savais? Ouais. Comment ça a démarré en France? Est-ce que c'était facile ou compliqué d'avoir des rôles? Est-ce que c'était des choses qui te plaisaient? Est-ce que tu y arrivais? J'ai fait certains projets, oui, qui me plaisaient et dont j'étais fière, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de castings qui étaient assez stéréotypés et tout ça, donc c'était un peu compliqué. Quand tu parles de stéréotypes, tu parles de quoi? Par rapport à mes origines asiatiques aussi, donc parfois c'était pas intéressant du tout, quoi. C'était quoi, à l'époque? Je sais pas, moi, j'essaie d'oublier les trucs quand c'est un peu merdique, en fait. C'est peut-être mon côté résilient, tu vois. Parce que c'est vrai que la représentation des Asiatiques en France au cinéma, elle est pas dingue. Bah, j'ai l'impression que ça change un peu, non? Ouais. Il y a des films qui commencent à changer, faire changer les choses. Mais pourquoi est-ce qu'on a autant de retard? Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est vrai que ça a été plus simple il y avait plus de portes ouvertes aux États-Unis à ce moment-là. Mais j'espère que c'est en train de changer ici. Avant les États-Unis, il y a eu un autre drame dans ta vie. C'était la perte de ton frère. Oui, mon frère s'est suicidé. Donc, ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que je suis partie à Los Angeles pour la première fois. Et c'est pour ça que j'avais aussi besoin de raconter une nouvelle histoire et de lumière et de palmiers. Et tout ça, ça m'enchantait à ce moment-là. Tu partais avec un but?
Bah oui, j'avais envie de travailler aux États-Unis et puis j'avais envie de juste prendre des risques et voilà, c'était un nouveau terrain de jeu aussi parce que je parlais pas la langue du tout. J'ai appris l'anglais en gros en regardant 30 Rock, tu sais la série. Avec Tina Fey? Ouais. J'adore cette série. J'adore, je mettais les sous-titres en anglais et voilà. Mais c'est quelqu'un qui m'a aidé aussi, mon ange gardien. Je l'appelle mon ange gardien, Roy Lee, un producteur qui allait faire le remake d'un film dans lequel j'étais de Frédéric Jardin, Nuit blanche. Et je suis rentrée en contact avec lui, je l'ai trouvé sur Internet et il a voulu m'aider. Et il a voulu aider quelqu'un justement qui avait des origines asiatiques parce qu'il a dit qu'à l'époque, même à Los Angeles, il n'y avait pas beaucoup d'actrices asiatiques qui travaillaient. Et c'est lui qui m'a envoyé le scénario pour le film de Spike Lee, Old Boy, pour la première fois. Le remake d'un film coréen. Voilà. Et le film coréen était un film justement... Oh, Roy, je vais pleurer. Je l'adore. Pendant des années, je lui ai dit, mais est-ce que tu as besoin d'un rein? Parce qu'en fait, il m'a tellement aidé, il a été tellement génial et j'avais l'impression de rien donner en retour. Donc, et il m'a dit, non, c'est bon, j'ai pas besoin de rein. Et je le vois toujours. C'est mon ange gardien. C'est important, la gratitude. Ah ouais. Ouais. Et juste, là, quand tu parles, moi, ça me fait penser à une série que j'adore. Tu te rappelles de Entourage? Oui. Et les gars d'Entourage ont produit une autre série qui s'appelle How to Make It in America. Ouais, à New York, c'est ça? À New York, ouais. Ouais, je l'avais regardé à l'époque. Et ça pourrait être le générique de ta vie, en fait. Ce générique-là. J'aimerais qu'on le regarde ensemble. Oh, le générique, il était trop cool. Pose la question, Pomme. How to make it in America? Oh là là, non, il n'y a pas de recette pour ça, je sais pas. À quoi tu penses que ton succès est dû? Parce que tu arrives avec $1 en poche, tu arrives avec rien du tout aux États-Unis. Tu connais personne? Ouais, non, je connaissais personne, non. Donc comment tu fais? Bah, j'ai galéré aussi. Ouais, non, j'ai... bien sûr, au début, j'ai passé le casting pour le film de Spike Lee, Old Boy. Et Old Boy aussi, était l'un des films qui m'a donné envie de faire du cinéma, le film de Park Chan-wook. Donc c'était un peu, tout est connecté d'une façon ou d'une autre. Et puis j'ai décroché le casting et ça a changé ma vie aussi. Et ils m'ont donné un visa d'artiste pendant 2 ans, ce qui était génial de leur part. Il y a un moment, après avoir joué dans ce film-là, et c'est là que j'ai commencé à faire à m'entraîner en arts martiaux, taekwondo, boxe et tout ça. Et puis après, c'est vrai que j'ai galéré pendant quasiment 2 ans. Oui, c'est rien passé. Où c'était chaud. Donc oui, j'avais un peu d'argent de côté et tout ça, mais petit à petit, il y en avait moins et moins et j'ai eu vraiment peur. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais devenir stripteaseuse ou serveuse ou je sais pas quoi, ou quelque chose d'autre, ou vendeuse de fringues? Et puis en fait, j'ai passé des castings de pub. Et en fait, j'en ai décroché genre 3, 4. Et ça m'a redonné ma confiance en moi. I got my mojo back. Et puis à un moment, j'ai un casting pour un film Marvel, secret. Et j'ai passé le casting. Et puis à un moment, on m'a dit que c'était pour Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Et moi, Le Gardien de la Galaxie volume 1, c'était mon film Marvel préféré. Donc c'était génial. Et voilà, j'ai décroché le casting. Enfin, c'est 3 castings. Premier casting avec la casting director. Deuxième casting avec la casting et James Gunn. Et troisième, c'est le screen test avec Dave Bautista. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit le coup de fil et qu'on entend « c'est bon » ? Oh là là, c'était génial. Je me souviens, j'avais commandé un smoothie, tu sais, à Los Angeles. C'est dans le truc de pétasse, un peu genre Erewhon et tout ça. Et ma manager m'a dit, il y a quelqu'un qui va t'appeler, il faut que tu prennes le téléphone et tout ça. Et du coup, je décroche le téléphone et c'est James Gunn qui me dit que j'ai décroché le rôle. Donc là, à partir du moment où on signe avec une machine comme Marvel, on se dit quoi quand on est comédienne? On se dit, on a du travail assuré pour pas mal de temps ou ça reste encore incertain? Bah, c'est toujours incertain dans ce métier-là, de toute façon. Mais c'est vrai que
que d'un coup, les gens étaient plus intéressés voilà, pour travailler avec moi. Et voilà, mais non, mais ce qui était génial, c'était de tourner avec James Gunn. Et j'ai adoré travailler avec lui. Et il me manque. Et d'ailleurs, en ce moment, il est en train de tourner Superman. Et je pense que quand j'aurai du temps, j'irai lui rendre visite pour rendre visite sur le set. Mais t'as fait un petit caméo invisible dans le précédent Superman. Ah oui, putain, robot numéro 5. Ouais. C'était juste une voix. Et il m'a demandé, tu veux jouer un robot? Je fais, oui, bien sûr, je suis trop contente de faire des caméos pour James. Donc s'il t'appelle dans le DC Universe, tu peux y aller. Oui, on a parlé d'un personnage en particulier, mais je peux pas en parler pour l'instant, mais ouais. Ok. On va essayer de retravailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Donc là, il y a l'aventure Marvel, le carton, le personnage de Mantis qui est accepté dans le monde entier, et il se passe un moment où tu reçois un appel de Tom Cruise. Oui, c'est pas juste un appel. C'est pas juste un appel, parce qu'en fait, c'est quand... Donc après All Boy, j'ai fini le tournage et tout ça, et je travaillais pas, machin, c'était un peu dur. Et il y a le régleur de cascade de All Boy, qui s'appelle J.J. Perry, qui me dit « Pomme, t'as toujours envie de faire des films d'action et tout ça ?» Parce que mon rêve, c'était de faire des films d'action et de tuer tout le monde dans les films d'action. Genre Kill Bill, tu vois. Et je lui dis « Bien sûr, j'adorerais. » Il dit « Tu bosses en ce moment ?» Je fais « Non, pas du tout, je suis en galère et tout ça. » Et il me dit « Ok, je vais te présenter à des gens. » Et il m'a dit « Tu peux t'entraîner dans cette gym où il y a tous les gens qui font des cascades qui s'entraînent. » Et il y a aussi cette personne qui s'appelle Jason Noviello, qui fait des arts martiaux et tout ça, qui peut t'apprendre à faire des coups de pied, des coups de poing et tout ça. Il va t'apprendre, tu peux y aller 5 fois par semaine si tu veux, avant qu'il s'entraîne lui-même. Il s'entraîne à 9h le matin. Et du coup, je fais OK, super. Et moi, j'adore apprendre et tout ça. Du coup, j'y allais genre en mode 5 fois par semaine, le matin super tôt, avant qu'il s'entraîne lui-même. Et c'est à ce moment-là, au bout de 2 mois d'entraînement, j'ai eu ce casting pour les Gardiens de la Galaxie. Et je pensais que j'allais faire des films d'action dans les Gardiens de la Galaxie. Mais en fait, au final, mon personnage était plus genre émotion. Mais j'arrêtais pas de m'entraîner et pendant des années et d'envoyer des vidéos à mes agents. Regardez ce que je peux faire et tout ça, je veux faire des films d'action et tout ça. Mon rêve, ce serait de faire Mission Impossible. Et ils disaient, oui, bien, ok, super, d'accord. Et je mettais dans mon emploi du temps, dans mon téléphone, je mettais Mission Impossible au lieu d'entraînement. Et je m'entraînais en fait pour le film. Et pendant des années avant, tu vois. Pour le film, avant même que le film soit écrit. Oui, parfois. Tu le visualisais, en fait. Parfois, je faisais des coups de pied, genre en mode, je m'arrêtais avant la tête de celui qui m'entraînait, Jason. Il disait, oh, regarde, je tape dans la tête de Tom Cruise. Enfin, comme une blague, tu vois. Bien sûr, j'ai pas envie de lui taper dans la tête, mais genre dans une scène, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, il y a le réalisateur de Mission Impossible qui va à l'agence et qui dit, je cherche une actrice qui veut faire des films d'action et tout ça. Et ils me disent, ah oui, il y en a une, elle n'arrête pas d'envoyer des vidéos. C'est Pomme Clémentieff. Et voilà. Et du coup, il voulait me rencontrer. On a dîné ensemble. On a parlé pendant des heures de cinéma, de Mission Impossible, de la vie, de tout. Et voilà, et j'ai adoré parler avec lui. Je suis rentrée chez moi et je me souviens, j'ai pleuré parce que je me suis dit, oh là là, mais il est tellement intelligent, tellement intéressant. Et c'est marrant parce qu'après avoir passé le casting avec Spike Lee aussi, j'ai pleuré parce que j'étais tellement heureuse de l'avoir rencontré. Et voilà. Et donc, quelques mois plus tard, du coup, il m'envoie à Londres pour faire le screen test avec Tom Cruise et donc le réalisateur Christopher McQuarrie. Et du coup, je dois préparer une scène de baston avec le régleur de cascade. Et du coup, je dois le faire devant Tom et devant Christopher McQuarrie plusieurs fois. Mais vu que je m'entraînais depuis des années, du coup, c'était pas très difficile pour moi d'apprendre rapidement. Et puis, je dois faire la scène de dialogue, qui n'était pas dans le film, mais c'est une scène, tu vois, un peu de méchante qui tient tête au personnage de Tom. Et donc, on fait la scène plusieurs fois et tout ça en anglais. Et puis, à un moment, ils disent « Mais tu parles une autre langue, non ?» Je fais « Oui, bien sûr, je parle français. » Enfin, je dis ça en anglais. Et ils disent « Tu peux faire la scène en français ?» Je fais « Oui, bien sûr. » Et là, dans ma tête, je me dis « Merde. » Tu sais, parce que quand tu traduis en live, en général, ça sonne pas bien. Et du coup, j'y vais genre en mode super confiance en moi. Je dis le truc, mais je sais que c'est de la merde. Je sais que je dis des trucs qui sont pas bien en français du tout. Je me dis « Je vais me faire cancel par la France s'ils voient l'audition. » Mais je finis la scène, tu vois. Et ils me disent, non, mais c'est génial, ça, ils adorent, tu vois. En plus, les Américains, ils adorent quand tu parles français, ils trouvent ça super sexy. Alors que tu parles juste français, quoi.
Et dans ma tête, je me dis, oulala, c'était de la grosse merde, mais ils sont contents, donc ça va. Et voilà, puis après, j'ai décroché le rôle. Et juste, après avoir visualisé tout ça, rêvé de tout ça, t'être levé à des 5h du matin pour aller mettre des kicks imaginaires à Tom Cruise, ton premier jour sur le set, ton émotion, juste, en fait, à partir le réveil, à partir du moment où tu ouvres les yeux en te disant, je vais sur le set de Mission Impossible. Ah là là, pour moi, c'était pas juste le premier jour de tournage, parce qu'il y a énormément de préparation avant qu'on tourne. Donc, on fait plein de fitting pour le costume, pour le maquillage, on fait beaucoup d'entraînement aussi physique. Et puis, on construit le personnage aussi, parce que le personnage n'était pas écrit du tout sur le papier. Ils castent les acteurs et ensuite, ils construisent le personnage autour des choses qu'on renvoie et des conversations qu'on a et de nos capacités physiques et tout ça. Donc moi, ça faisait longtemps que je m'entraînais aussi à faire des coups de pied. Du coup, on a beaucoup incorporé de coups de pied dans les scènes de combat et tout ça. Et on a créé le personnage ensemble, tu sais, pour Mission Impossible, le numéro 7, avec le maquillage, tu sais, un peu blanc, un peu mime, avec la petite larme. C'était mon idée aussi. Et je pensais que ce serait bien parce que je savais que le set allait être sombre et que j'allais transpirer, donc ça allait donner un côté un peu Joker, un peu dégueulasse, un peu flippant. Et j'avais aussi passé une audition pour It, tu sais, pour Pennywise, des années avant, et j'avais adoré, voilà ça. J'avais adoré faire cette audition. Il y a un monde où tu aurais pu jouer le clown ? J'ai passé l'audition et c'était génial. J'avais demandé au make-up artist qui faisait mon maquillage pour Mantis, de m'aider et tout ça. On a créé le personnage ensemble, on a fait le maquillage et c'était génial. Le réalisateur de ça m'a dit tu n'as plus jamais besoin d'auditionner pour aucun de mes films après cette audition. On clique ensemble sur une scène de Mission Impossible ? D'accord. Wait. Arrête. Pourquoi tu m'as sauvé la vie? Wait. You call that in? It's the end of the world, simple as that. Dega, isn't it? Clock is running. You take us in, there won't be anyone on Earth who can stop it. There's a part of you that knows that. I can see it. For God's sake, just trust him! No, it's okay. Dega, it's okay. There's no nations on this one. There's no rival ideologies, no dogma. It's who keeps their head and who panics. The entity wants you scared, it wants us all scared. It wants us divided. It wants you to turn us in. Don't do it. He's gonna be okay. Please, Dega. Please. We're friends. Gabriel, il est où? Et c'est là que tu vois la corrélation entre Paris et Mantis aussi. Tu vois, c'est des personnages assez solitaires qui ont beaucoup souffert et qui, tu vois, qui trouvent leur absolution justement dans rejoindre une famille en quelque sorte. Mais dont toi aussi, donc. Oui, moi aussi. Bah ouais. C'est moi aussi avec le monde du cinéma.
en quelque sorte. J'ai plein de questions sur cette scène. Oh là là, non, Plein, mais plein. cette scène, c'était la culmination aussi de tout ce que j'avais tourné pendant des années avec eux, parce que j'ai travaillé pendant 5 ans sur Mission Impossible, sur C'est les 2 5 films. ans, Mission Impossible? Ouais. J'ai commencé à m'entraîner en décembre 2019, et puis après Covid, et après la grève, tu sais, Scénaristes. voilà, c'est ça. Et tout ça, donc ça a retardé pas mal. Et puis aussi, il y a plein de choses qui se sont passées en plus. Mais c'est vrai que cette scène-là, on l'a tournée vraiment à la fin du tournage du dernier film. Et voilà, c'était une espèce de... Ouais, donc il y avait beaucoup d'émotions aussi. Et je me souviens, même c'était mon anniversaire, le dernier jour de tournage ou un truc comme ça, ou c'était le jour avant mon anniversaire. Donc c'est beaucoup d'émotions aussi. Mais tu te rends compte, entre ton anniversaire qui représente un deuil et de le fêter avec Tom Cruise qui représentait ton rêve, la boucle Ouais. comme elle est folle. Ouais, non mais il est tellement gentil en plus. À chaque fois, il m'a donné des cadeaux vraiment incroyables et tout ça. Toujours très, très généreux et très fiable. Qu'est-ce qu'on apprend au contact d'un tel acteur quand on parle avec lui? Oh, il est passionnant, il est curieux de tout. Donc, il est curieux de tous les corps de métier dans le monde du cinéma. Il vit, il respire pour le cinéma. Et puis, voilà, c'est quelqu'un de... Personne n'a fait ce qu'il a fait. Donc, il se dépasse, il se surpasse. Et puis, en même temps, il crée énormément de jolies amitiés au long de sa carrière. Et puis, voilà, il a une éthique de travail qui est incommensurable. C'est quoi la plus grande leçon qu'il t'ait donnée? Je sais pas s'il m'a donné une leçon. Non, pour moi, il m'a vraiment aussi, il m'a inspirée. Donc, il m'a poussée à faire des choses que peut-être je n'aurais jamais faites avant. Des choses où j'ai pris des risques et tout ça. Et il m'a toujours... et quand je lui parle des choses que je fais, il me dit « be competent ». Tu vois, il me dit « sois compétent ». Alors que souvent, les gens disent « fais attention, n'aie pas peur, ne meurs pas de machin ». Tu sais, les gens ont peur. Et en fait, il m'a vraiment appris que si tu te prépares aussi, et si tu rends honneur à la préparation et au travail derrière la prise de risque, tout peut bien se passer aussi. Et aussi, c'est une question de mental. Et moi, c'est ce qui me passionne aussi dans la prise de risque, c'est justement de dompter la peur en moi. Parce qu'il y a toujours de la peur, heureusement. C'est l'instinct de survie. Justement, j'allais t'en parler. On a eu sur ce plateau Amanda Seyfried qui parlait de la santé mentale à Hollywood, notamment des actrices, qui est un sujet assez tabou là-bas. Elle disait qu'elle était suivie, médicamentée, et que c'était très dur pour les femmes de faire ce métier. Comment est-ce que toi, tu fais pour t'occuper de toi? Pour m'occuper de moi? Pour garder le mental, pour tenir? Écoute, moi, ce qui me fait vachement de bien, c'est quand je suis près des chevaux. Donc ça me rend très heureuse. Mon rêve, c'est d'avoir un ranch, un moment avec des chevaux et tout ça. Si je pouvais me lever le matin à respirer, tu vois, dans la crinière d'un cheval, je serais heureuse, tous les matins. J'ai une autre question encore sur la scène qu'on vient me voir. Oui, parce qu'on parle pas de la scène du tout. C'est ça, ce truc du masque, là. Ah, le masque! Ils avaient vraiment des masques ou c'était des effets spéciaux? Oui, bien sûr. C'est les deux. C'est masque et puis en même temps, il y a aussi effets spéciaux. Mais non, c'est génial, la scène avec le masque. Parce que les masques, ils sont incroyables. Ah ouais. Mais j'ai peut-être un regret, c'est de ne pas avoir eu le truc du masque, tu vois. Je ne l'ai pas fait dans le film. On a tous envie de faire « Eh non, c'était Tom Cruise !» Ouais. Non, mais le coup de pied que je fais, c'est le axe kick, là, comme ça. Je m'entraînais déjà à l'époque, tu vois, quand j'avais commencé à m'entraîner avec Jason, dont je te parlais, Jason Noviello. Et il me disait, tu dois faire un axe kick et tout ça. Et vu que je suis souple, je m'entraînais vachement avec ça. Et quand on tourne la scène, on la shoot comme ça. Et je regarde le combo, je fais, non, mais il faut qu'on le shoot de plus bas, en fait. Tu sais, parce que je savais, ça faisait longtemps qu'on la shootait comme ça de plus bas, je savais que ça rendrait mieux. Et puis il y avait aussi, tu sais, cette scène de Death Proof, tu sais, de Tarantino, où ça finit avec le axe kick de Rosario Dawson. Du coup, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, cet angle-là encore plus bas, pour donner encore plus de hauteur. On dirait une scène de jeu vidéo aussi. Ouais. Et du coup, Christopher McQuarrie, il a dit, ah ouais, t'as raison. D'habitude, c'est toujours lui qui a raison au niveau du cadrage et tout ça, mais cette fois-ci, je savais qu'il fallait que je dise un truc. Donc on t'a écouté. Ouais. Et passer à la réalisation, ça t'intéresse? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est beaucoup d'années sur un projet, tout ça. J'aime bien le côté, genre, je viens, je pars. Et est-ce que t'écris un peu? Pas pour l'instant. Pas pour plus. l'instant.
Voilà, Pomme Clémentieff, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est mon roman, c'est mon autobiographie Bah, qui on s'appelle adore. Pas pour l'instant. Juste, on va se cliquer ensemble une dernière scène. Ouais. On va se faire un petit kiff parce que s'il devait y avoir un numéro 3, il faut que ça soit toi qui reprenne le rôle. C'est Kill Bill. Bah ouais, c'est la fin du film, c'est complètement, c'est iconique. Regarde, ça c'est comme un film de western, quoi. Oh, c'est beau. La musique est folle. Tellement beau. Et la neige. Il disait qu'il s'était inspiré de Lady Snowblood. C'est Ouais. ça? Est-ce que c'est un Oh, rôle c'est beau, mais j'ai envie de voir la suite, Bah là. oui, mais bon, il faut le Et regarder. quand la si tête, elle est coupée, tout ça, et tu vois le sang et tout. Faut aller Et sur le la sang canne. sur la neige, ploc, ploc. Oh là là, sublime. Est-ce que c'est le genre de rôle que tu veux faire? Bah oui, c'est un rêve, bien sûr. Mais j'adore regarder aussi, mais bien sûr, Kill Bill 1 et 2, c'est aussi les films qui m'ont inspirée, qui m'ont donné envie de me battre dans des films, et puis dans la vraie vie aussi, d'une façon ou d'une autre. Lequel tu préfères entre le 1 et le 2? Ah, c'est dur. J'aime les deux. Et la scène de fight, c'est le début du 2, c'est ça, avec, Ouais. avec les céréales et tout ça, avec le flingue dans les céréales. Oh là là, c'est bien ça aussi. Ah, j'aime les deux en même temps. Parce que la scène de combat avec tu vois, la combinaison jaune, Bruce Lee et tout ça, et ça passe en noir et blanc. Ah, je l'ai vu d'ailleurs récemment au cinéma. Parce que ça passait au cinéma. C'était à Los Angeles, et c'était les deux films, l'un à la suite de l'autre. Ça ressort en France aussi, ouais, les deux. Oh là les là. 4h30 avec un entracte entre les deux. Oh là là, mais c'était fabuleux. Juste là, avant de nous quitter, sur quoi t'es en ce moment? Est-ce que t'es dans un petit moment de break où on va te revoir dans des trucs complètement zinzin? Est-ce que je suis... Bah là, je tourne dans un film de Wade Eastwood qui s'appelle Mister. Donc, action, comédie et tout ça. Et c'était lui qui était le régleur de cascade de Mission Impossible. Donc, c'est fun. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? J'ai aussi un film avec Jason Statham, on dit en français, qui sort en janvier, Beekeeper 2. Et voilà. Mais j'ai envie de tourner quelque chose de différent, de plus indépendant et pas forcément action aussi. Donc j'aimerais bien trouver ça. Et pas forcément aux US. Bah non. Bah voilà, le message est lancé. Voilà. Elle est où la caméra? Elle est là. Oui, j'adorerais retourner en France, faire d'autres films en France, ce serait top. Pomme, t'es une immense actrice. Merci. Vraiment. T'es quelqu'un qui me touche énormément et je suis très content d'avoir pu parler avec toi. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans Click. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci.